Et nous appelez au 0826 300 300, le débat jusqu'à midi avec vos réactions et vos commentaires sur les réseaux sociaux et nos coups de cœur et nos coups de gueule de l'actualité de nos débatteurs dans un instant que je salue en ce lundi de Pâques. J'espère que la chasse aux œufs a été bonne pour Benjamin Cauchy. Bonjour Benjamin. Vous avez été magnifique en Occitanie. Conseiller en communication politique, on est également avec un autre Benjamin, c'est Benjamin Lucas, bonjour. Bonjour, et dans les Hauts-de-France aussi, la chasse aux œufs est parfaite. Chasse aux œufs était bonne, coordinateur national de Génération. Patrick Mignon est avec nous aujourd'hui. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Allez, ancien commandant de bord et porte-parole de Via la Voix du Peuple, et également avec nous Pascal Bataille. Bonjour Pascal. Bonjour Christine, chasse aux œufs excellente en Nouvelle-Aquitaine. On a pu arriver beaucoup de cloches aussi. Je n'en doute pas et je vois de quoi vous parlez, animateur, producteur et chef d'entreprise. Alors on a encore, et l'actualité nous réserve un joli programme pour ce lundi de Pâques, puisqu'on va parler de la maire écologiste de Poitiers qui ne veut plus subventionner les aéroclubs avec sa petite phrase sur les rêves d'enfants qu'il ne faut plus rêver d'aérien et de voler. Alors c'est une nouvelle polémique pour les écologistes. On va parler également de ce fameux dîner clandestin dans les beaux quartiers parisiens avec sans doute la présence de ministres, c'est ce qu'on nous dit. Et puis c'est le premier jour de confinement, premier week-end avec la tolérance de Pâques, mais surtout comment on va s'organiser à partir de demain dans les familles. La vaccination qui est censée s'accélérer, il y a quand même l'armée qui est appelée en renfort, ça fait quand même un joli programme encore à débattre avec vous. Mais on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule de l'actualité. Patrick, vous commencez par un coup de cœur, un coup de gueule. J'ai pas su comment le classer en fait. Non, j'ai envie de parler de ce que je ressens au global en France en ce moment, et je pense que c'est un peu partout pareil dans le monde, c'est ce management par la peur. C'est-à-dire que, bien sûr, on le voit avec le Covid, c'est évident qu'on cherche à faire peur aux gens, mais on le voit aussi dans l'écologie en général. Encore une fois, avec Poitiers, on va en parler. La gestion d'entreprises particulières qui ont été mises sur le devant avec des relations sociales plutôt, vous auriez pu en parler avec le type qui était là avant, avec des relations sociales pas vraiment apaisées. Enfin bref, les rapports financiers, la géostratégie, tout ça, ça vient de deux théories. La première que tout le monde connaît, qui est celle de Noam Chomsky, qui est la stratégie, les 10 manœuvres de stratégie de manipulation des masses, et la deuxième d'une avocate canadienne qui s'appelle Naomi Klein avec la stratégie du choc. Et tout ça, c'est des choses que j'ai l'impression on met en application aujourd'hui. Or moi, je rappelle la belle définition de Renan sur ce qu'était une nation. Une nation, c'est en fait une communauté d'espoir partagé. Et il y a le mot espoir. Donc justement, ça, c'était un petit coup de gueule, mais le coup de cœur avec, c'est la période pascale, parce que effectivement, Pâques, en cette période, y compris pour les non-croyants, ce qui est fondamental, c'est l'espérance, qui, à mon avis, est une vertu, une vraie disposition de l'esprit qui permet de se projeter dans le futur et d'éviter d'entendre trop ceux qui nous, justement, désespèrent. Voilà. Mais est-ce que c'est une forme de désespérance ou en tous les cas de fatigue générale, Patrick ? Alors, je pense que la fatigue générale vient effectivement de la désespérance ou de l'espérance qui s'affaiblit. C'est-à-dire que, à force de prendre des coups sur la tête, les gens finissent par se demander si effectivement il y a une sortie pas uniquement à cette crise du Covid, à tout le reste. Donc voilà, et je trouve que on est plutôt anxiogène en ce moment partout. Alors évidemment, c'est peut-être un vœu pieux, mais encore une fois, en cette belle période de Pâques, moi je trouve que ce qu'il faut mettre en avant, c'est l'espoir. Quelqu'un veut réagir parmi les débatteurs? Levez la main. Moi, je crois que le problème principal qu'on a, il est pas Benjamin. il est le manque de rationalité dans le débat public. Parce qu'il y a des raisons d'avoir peur. Quand la planète se réchauffe et que on se demande si nos enfants vivront dans un air respirable ou pas, quand l'intolérance, la haine, la brutalité progressent dans le débat public en permanence, et on en parlera sans doute, tout ça donne des raisons d'avoir peur. Mais effectivement, le rôle des politiques, le rôle de ceux qui veulent faire vivre le débat public et la démocratie, c'est de remettre un peu de raison dans tout ça pour être sur, non pas sur de la peur, mais effectivement sur de l'espoir et tracer des chemins. Et ça, c'est difficile parce que notre débat politique n'en prend pas du tout le chemin. Et là aussi, je pense qu'on en parlera tout à l'heure.
Allez, on continue. C'est tout à fait vrai, Christine. Juste un mot, ce que vient de dire Patrick et Benjamin. Tour à tour, on ne peut qu'adhérer à ça. On manque aujourd'hui de plus en plus de la part de ceux qui nous gouvernent de vision, de projets, de choses qui puissent nous mobiliser, nous donner effectivement à la fois l'idée et l'espoir que ça va s'arranger, que ça va aller mieux, mais surtout de nous en convaincre et de nous donner envie d'y participer, de se mobiliser pour. Or, comme on a un gouvernement qui ne réagit qu'en réaction et que par petits coups, à gauche, à droite, avec ce fameux en même temps dont on va reparler tout à l'heure, parce qu'on a vu encore les dernières décisions catastrophiques de confinement en laissant ouvert, on confine en laissant ouvert tout le monde pendant 4 jours pour que les plus privilégiés et tous ceux qui en ont les moyens puissent s'évader et aller faire monter les taux d'incidence dans les régions qui étaient pour l'instant un peu épargnées. Enfin, voilà, cette politique du en même temps, cette politique de toujours réagir et jamais anticiper, jamais prévoir, fait que effectivement on ne peut plus avoir d'espoir, on ne peut plus avoir de morale. On se laisse gagner par cette panique et cette culture de la peur, comme le disait très bien Patrick. Et au final, ce qui est le plus, les choses qui sont les plus menacées, ce sont à la fois nos libertés et notre sens de la démocratie, parce qu'on voit qu'on vit quand même depuis un an dans un état d'urgence permanent où le Parlement ne sert plus à rien, par exemple, et que nos libertés ont été réduites extraordinairement d'une façon dont on n'aurait jamais pu accepter l'augure il y a encore 2 ans. Et puis, deuxièmement, ce qui est aussi menacé, c'est notre envie d'entreprendre, c'est notre envie d'y croire, c'est notre envie de se mobiliser pour des causes générales, pour des causes citoyennes, parce qu'effectivement, tout ce qu'on nous montre à l'horizon, c'est du noir, c'est de la menace, c'est de l'appréhension. C'est vrai que, j'allais dire, dans le en même temps, c'est difficile de trouver des bonnes nouvelles dans l'actualité. Enfin, malheureusement, à chaque fois, on est rattrapé par des séquences qui sont jamais très réjouissantes. On va continuer, on va dérouler parce que je vois l'heure qui tourne sur les coups de cœur et les coups de gueule. Mais Benjamin, c'est malheureusement là aussi. Alors, c'est un coup de cœur, mais pour des salariés en lutte. Alors, c'est paradoxal, mais ça existe encore. Oui, non, mais j'ai découvert cette semaine, comme vous, et on en parlera tout à l'heure, que la classe politique se passionne pour l'avenir du secteur aéronautique. Ouais. C'est devenu le grand débat de la semaine et tout le monde s'est dit d'un seul coup, a découvert. Eh bien, j'espère que comme la sénatrice de Génération, Sophie Taillé-Polian, qui a interpellé le gouvernement sur ce sujet, l'ensemble de la classe politique et tous ceux qui crient, on parlera de Poitiers tout à l'heure, tous ceux qui crient pour défendre l'avenir de l'aérien, penseront aux salariés du secteur aéronautique et notamment aux salariés de Méru dans l'Oise, du groupe Thales, qui se battent actuellement pour des augmentations de salaire. L'enveloppe prévue par le groupe, c'était 1,5%, on leur a proposé 0. Malgré, je le rappelle, un bénéfice de 1 milliard d'euros sur l'année dernière, malgré la crise. Thales fait 1 milliard d'euros de bénéfices et rien du tout pour les salariés derrière. Donc j'espère qu'on aura le même élan de défense, de soutien à ces salariés mobilisés aujourd'hui pour leur salaire et leur dignité finalement, qu'on l'a quand il s'agit de 4 000 euros de subvention à Poitiers. J'espère que quand il s'agit d'1 milliard de bénéfices de Thales, on aura le même niveau d'exigence. Quelqu'un veut réagir à ça sur la défense, on va dire, du pouvoir d'achat des salariés. Benjamin Cauchy. Oui, mais évidemment, si on omet le fait que ce soit une industrie de l'aéronautique et qu'une entreprise qui a fait 1 milliard d'euros de bénéfices, c'est cela que vous êtes en train de dire, et que les salariés souhaitent avoir une rétribution plus importante, j'ai envie de dire dommage, il n'y a pas un plan de participation aussi efficace dans cette entreprise qui ne pourrait l'être, vision assez gaulienne des choses. Plus sérieusement, évidemment qu'il faut soutenir les salariés quand une entreprise fait des bénéfices et qu'elle peut y participer. Ça va dans le bon sens. Ce qui est dommage, c'est qu'on soit obligé, encore une fois, dans notre pays, d'aller à ce qu'on appelle la lutte sociale. Il y a un problème comment dirais-je, de négociation, de capacité à discuter et d'échanger, qui je trouve assez regrettable. Après, sur l'aéronautique, moi qui vis à quelques encablures de Toulouse, je peux vous assurer que l'industrie aéronautique française ne va pas bien. Et que ça peut paraître, je dis bien que ça peut paraître incongru pour certains citoyens d'entendre des salariés faire grève ou réclamer plus d'argent alors qu'ils travaillent dans le secteur de l'aéronautique, alors que la France vient d'y verser plusieurs milliards.
Oui, en sachant que Thales a plusieurs cordes à son arc, c'est pas que de l'aérien. Oui. Je suis en train de dire, effectivement, il faut soutenir la cause des salariés, mais après, c'est vrai que par rapport à ce domaine de l'aéronautique, je crois que c'est un petit peu délicat. Patrick ? Oui, non, je pense que je vais réserver ma réaction en la globalisant effectivement avec celle de l'écologie, parce que en fait, on connaît pas forcément bien la problématique ponctuelle de Meru du groupe Thales. Thales peut aller bien dans certaines branches et mal dans d'autres. C'est un très grand groupe international. On va arrêter aussi toujours systématiquement taper sur nos grands groupes internationaux pour les flinguer et diminuer, et ensuite faire comme Bossuet. Non, laissez-moi terminer, Benjamin, je vous ai laissé parler. Et ensuite faire comme Bossuet, rire et pleurer sur des causes que nous chérissons. Donc en fait, il faut arrêter ça. Je ne sais pas la problématique de Meru. Je respecte toutes les luttes qui peuvent intervenir pour essayer d'améliorer le quotidien de chacun. Chacun individuellement, chaque être humain, chaque groupe lutte pour essayer d'améliorer son quotidien. C'est tout à fait légitime. Mais il ne faut pas perdre de vue l'image globale de la manière dont ça se passe dans la nation et pas aller sur des revendications extrêmement ponctuelles pour un débat qui est bien plus large, donc on en parlera à mon avis au niveau de l'écologie. Voilà, ça va être un des sujets, mais on va continuer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, chers débatteurs, Benjamin Cauchy, Benjamin Lucas, Patrick Mignon et Pascal Bataille, ce lundi de Pâques. Vous ne bougez pas, on va revenir dans un instant et vous continuez de nous appeler ou de réagir sur les réseaux sociaux, page Facebook, Twitter, également au 0826 300 300. On va évoquer évidemment la petite phrase de la maire Europe Écologie Les Verts de Poitiers, qui d'ailleurs ne veut plus subventionner les aéroclubs. On en parle ce matin sur Sud Radio et vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite, juste après l'info de 11h. Sud Radio 10h midi, débat. Et on continue de débattre au 0826 300 300, le débat de ce lundi de Pâques avec Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique, Patrick Mignon, ancien commandant de bord, porte-parole de VIA, La Voix du Peuple, Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération, et Pascal Bataille, animateur, producteur et chef d'entreprise, nos débatteurs de ce lundi de Pâques. Alors, on continue avec vous d'évoquer ces coups de cœur et ces coups de gueule de l'actualité. Benjamin Cauchy, c'est un coup de gueule sur la vente des livres, c'est-à-dire... Oui, alors bon, allez, il fallait bien le ranger. Je suis un peu comme Patrick Mignon, je savais pas trop ce matin où est-ce que j'allais ranger mes affaires, si c'était coup de gueule ou coup de cœur. En tout cas, coup d'éclairage sur le rapport qu'a rendu le Centre national du livre le 30 mars dernier, qui dresse un tableau, quali et quanti, des Français et leur rapport avec le livre. Ce que l'on constate, c'est que, pour faire très vite, c'est qu'en 2020, malgré le confinement, il y a eu une baisse de vente des livres et une baisse du nombre de lecteurs. Grosso modo, en 2019, il y avait 94% de lecteurs en France, 94% des Français déclaraient avoir lu un livre, et on est tombé en 2020 à 86%. Et les ventes de livres ont baissé selon les catégories entre 14 et 20%. Donc coup d'éclairage sur ce métier qui a souffert d'un premier confinement. Heureusement que la profession et que les citoyens ont réussi à faire comprendre au gouvernement que la culture et en tout cas la lecture était un acte essentiel, était un outil essentiel. Et donc coup d'éclairage et petit coup de gueule finalement, c'est en ce début de troisième confinement, que l'on le veuille ou non, à partir du moment où on demande aux enfants de rester quasiment un mois à l'école, on appelle ça un confinement. Je pense qu'il pourrait être de bon aloi pour les services de la culture de Madame Bachelot de réfléchir à peut-être donner un coup de pouce via les collégiens sur l'acquisition d'ouvrages. Voilà, ça c'est une solution. Même si le gouvernement, par son plan de relance, finance jusqu'à, sachez-le, 70% des investissements que des libraires pourraient faire pour acheter du mobilier, pour acheter de l'informatique, pour refaire leur magasin, l'État va payer 70% de ces investissements. Mais les libraires n'investiront que s'il y a des clients. Donc j'invite les Français à aller lire également et à aller retrouver le chemin du conseil aussi. C'est ça aussi un libraire, c'est le conseil.
Ouais, voilà. C'est pas sur Sud Radio qu'on va dire le contraire, hein, avec une passion pour les livres en général. Donc, moi, je pensais effectivement que le livre avait plutôt bien résisté, ou en tous les cas, peut-être le livre numérique aussi. Ça a été effectivement une révélation pour beaucoup, avec les fermetures des librairies. C'est vrai que c'était un peu incompréhensible au début de pouvoir acheter des livres en grande surface, mais pas chez nos libraires. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il y a eu juste une dernière petite explication, si on va vraiment aller très très loin. Dans le rapport, ils sont en train d'expliquer que avec le télétravail, les Français ont pris l'habitude de lire leurs documents de travail à la maison, et que ce temps de lecture à la maison est passé de la lecture privée à la lecture professionnelle. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles il y aurait moins d'acquisition de bouquins. Voilà, bref. Allez, le dernier coup de gueule Benjamin. Non, une des raisons pour lesquelles on se bat avec Benoît Hamon depuis 2017 et Génération pour le droit à la déconnexion. Parce qu'on a besoin, particulièrement en ce moment de télétravail intensif, on a besoin de pouvoir séparer, même quand on est en télétravail, le professionnel du personnel, et d'avoir des moments de respiration, y compris psychologique et intellectuel. On va redécouvrir le plaisir des... On va redécouvrir le plaisir... Encore. Oui, Pascal. D'un mot encore, parce que moi, j'adore le coup de gueule, je ne sais pas si c'est coup de gueule ou coup de cœur de Benjamin. En tout cas, effectivement, il faut défendre le livre. Et comme vous le disiez, c'est pas sur Sud Radio qu'on va dire le contraire. Ce qui s'est passé pendant ce confinement, on l'a vu, c'est que en fait, les ventes de livres se sont très très bien portées pour tout ce qui concerne les livres d'auteurs connus, les livres d'auteurs qui généralement font du best-seller, etc., qui ont vu leur vente encore accru. Pourquoi ? Parce que, comme le soulignait très bien Benjamin, le rôle du libraire, le rôle de cette personne qui connaît, qui lit les livres et qui les préconise, c'est justement d'ouvrir le lecteur et le client de l'emmener sur des sentiers où il n'irait pas forcément. Et donc, ce qui s'est passé, effectivement, c'est que ce confinement a accru le mainstream, est allé dans le mainstream parce qu'on pouvait commander ça facilement sur Internet, etc. Et que tous ces livres qui se vendent uniquement parce que votre libraire est là pour vous dire, écoutez, je l'ai lu, lisez ça, c'est formidable. Et ben, tous ces livres-là, ils n'ont pas été vendus, et effectivement, déjà qu'ils ne se vendaient pas toujours très bien, là, ça a été une catastrophe. Et je renvoie d'ailleurs pour ceux qui du rôle des libraires. Absolument. Et notre libraire, je renvoie, si vous connaissez pas ce rendez-vous, le vendredi à cette même heure et cette même place, Valérie Expert, donc avec ses choix de très bons bouquins. Et croyez-moi que il faut être attentif et prenez des notes évidemment autour de ça. Justement, Pascal, vous gardez la main. Alors ces doses de vaccins. Alors on est vraiment un drôle de pays, qui n'ont pas trouvé preneur ce week-end. Moi, je trouve ça assez... Votre journaliste en parlait pendant le Flash Info. Effectivement, il parlait de 500. Moi, j'ai lu jusqu'à plus de 1000 doses, 1000 doses. qui n'auraient pas trouvé preneur ce week-end dans les Hauts-de-France, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, etc. Alors, à qui faut-il jeter la pierre ? Évidemment pas aux personnes qui se sont désistées, parce qu'on peut tout à fait comprendre, et on revient à ce que disait Patrick Pignon au début de l'émission, on peut tout à fait comprendre que, effectivement, vu l'ambiance, vu les infos qui circulent, etc., et vu la façon dont le gouvernement s'y prend, ou plutôt ne s'y prend pas, pour nous rassurer, pour conforter la politique de vaccination avec AstraZeneca, on comprend très bien que ces personnes se soient désistées. On peut pas leur en tenir rigueur. En revanche, c'est catastrophique, effectivement, alors que à peine 4,5% de la population aujourd'hui française est réellement vaccinée, c'est-à-dire a reçu ces 2 doses, de voir qu'il y a plus de 1000 doses. On sait que AstraZeneca est moins rapidement périssable que Pfizer ou Moderna, mais enfin, ce sont pas des choses qu'on va pouvoir stocker pendant des semaines et des semaines. C'est terrible de voir que 1000 doses sont restées inutilisées ce week-end, et ça prouve une nouvelle fois la faillite totale de notre politique d'organisation, que ce soit, et de communication, que ce soit sur la vaccination ou sur le dépistage. Je viens de lire qu'au Royaume-Uni, on pourrait très prochainement, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou la suivante, chaque citoyen va pouvoir bénéficier de 2 tests de dépistage rapide gratuits par semaine. Pourquoi on n'est pas capable, nous, de faire ça ? Si au Royaume-Uni, on le fait. Je pense que ça sera peut-être annoncé par Olivier Véran pour septembre ou décembre prochain.
Oui. Alors, en sachant que cette histoire de dose avec sur l'AstraZeneca, c'est un casse-tête pour le personnel soignant qui a ces doses aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir rabattre ou en tous les cas rappeler ou essayer de convaincre des candidats au vaccin, et effectivement, ils se retrouvent avec des doses de vaccins sur les bras. Évidemment. Donc, c'est un vrai défi sur les autorités sanitaires, n'est-ce pas, d'arriver à rassurer Patrick. On valide un vaccin, on le retire 2 jours après pour le remettre 2 jours après. Comment voulez-vous que les gens aient confiance? Vous avez prévu d'en parler plus tard dans les sujets sur la vaccination, mais ce que dit Pascal Bataille est très juste, et c'est à rajouter, je vous rappelle, à ce qui s'est passé non pas la semaine dernière mais la semaine d'avant, c'est-à-dire les doses qui avaient été perdues simplement parce que c'était des doses surnuméraires que les soignants avaient réussi à extraire, des doses complètes, réussi à extraire en plus des flacons, mais comme l'ARS locale ou régionale n'avait pas donné sa validation parce que tous les tampons ou toutes les croix n'étaient pas au bon endroit dans le formulaire, ces doses ont été jetées à la poubelle. Donc évidemment, on parle de chiffres qui sont très restreints, 1000 doses, 550 doses, je crois, pour celles que je viens de mentionner, c'est très peu à l'échelle de la nation. Mais c'est par contre, et Pascal, c'est là qu'il a raison, c'est un marqueur de la manière dont cette politique de santé est conduite en France, c'est une catastrophe. Et on y reviendra, je ne veux pas déflorer une partie de ce que je vais dire, mais si on avait une communication et une confiance qui s'établissent un peu plus, c'est-à-dire qu'on arrête ces allers-retours incessants dans le en même temps, et donc la pétoche de la décision qu'on va prendre le lendemain ou qu'on a prise la veille, franchement, ça donnerait un peu plus confiance aux citoyens. Oui. Allez, l'aérien ne doit plus faire partie des rêves des enfants. Elle vous plaît cette phrase? Elle est signée de la maire Europe Écologie Les Verts de Poitiers, qui a décidé donc de ne plus subventionner les aéroclubs de sa ville. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, Patrick Mignon, si vous allez sur la chaîne YouTube, Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec les yeux, ça c'est sûr, on ne voit bien qu'avec le cœur, c'est ce que disait Saint-Ex. Ces grands rêves d'enfants, est-ce que ça vous choque cette phrase de la maire de Poitiers? C'est notre premier sujet de débat. On va marquer une courte pause de pub sur Sud Radio, si vous le voulez bien, et on ouvre cette discussion qui s'annonce passionnée et passionnante. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio 10h midi, débat. Et on débat ce matin avec nos polémistes du jour. Patrick Mignon, ancien commandant de bord, porte-parole de VIA, La Voix du Peuple. Pascal Bataille, producteur et chef d'entreprise. Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique. Et Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération. Alors, fais de ta vie un rêve. Voilà les célèbres phrases de Saint-Ex. Cela dit, ce sujet autour de la maire de Poitiers nous permet de ressortir des phrases d'Antoine de Saint-Exupéry, cet immense personnage de notre histoire, aviateur, s'il faut le rappeler, mais surtout écrivain, fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. La maire de Poitiers, donc, qui ne veut plus subventionner les aéroclubs de sa ville parce que, tout simplement, il faudrait que les enfants changent de rêve, en tous les cas, et d'autres rêves que celui de l'aérien. Alors, on va l'écouter, la maire écologiste de Poitiers, nouvellement élue, Léonore Bonconduit. C'était vendredi, lors d'une réponse, enfin, en tous les cas, d'un conseil municipal, où elle expliquait pourquoi elle supprimait ses subventions aux aéroclubs de sa ville. On l'écoute. C'est pour ce genre de décision qu'on a été élu aussi, c'est pour re-questionner toutes nos politiques au filtre du changement climatique. Et donc là, ça en fait partie, c'est un signal que nous souhaitons envoyer et que nous assumons, quand bien même c'est difficile, c'est un choix difficile à faire. Et je trouve ça, pour terminer, extrêmement, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais mettre dans le même phrase rêve d'enfant et le fait de sauver des clubs aériens, je trouve que ça a quelque chose d'indécent, en fait. Moi, c'était mon rêve d'enfant de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. Je pense que vous vous rendez pas compte aujourd'hui des rêves, en fait, des rêves dont on doit préserver les enfants, en fait. Enfin, l'aérien, c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. Voilà la petite phrase et cette fin de déclaration qui suscite la polémique. Alors, est-ce qu'elle a raison finalement de proposer que les enfants aient d'autres rêves que celui de l'aérien avec les problématiques autour du climat, ou est-ce que ce n'est pas son rôle à elle de définir exactement les rêves qui doivent être ceux de nos enfants? 0826 300 300, puis plus d'une manière plus large, est-ce encore un couac de la part des maires écologistes, puisqu'on a eu le sapin de Noël du
maire de Bordeaux. On a eu le Tour de France aussi, qui était véritablement quelque chose qui était contre-productif pour l'environnement. On a eu les repas végétariens du côté de Lyon, ou encore la polémique autour de la mosquée de Strasbourg. Alors, bien sûr, je me tourne vers Patrick Mignon sur ce sujet-là de l'aérien. Ah oui. On ne devient pas, j'imagine, commandant de bord sans rêver de piloter un petit coucou, comme on dit dans le jargon de l'aérien. Évidemment que non. Et en plus, moi qui n'ai pas été très brillant dans mes études, j'ai commencé par la voie des aéroclubs et du planeur. C'est comme ça que vous êtes devenu commandant de bord. Ouais, à la longue, à force de travail et d'investissement. Mais j'avais pas des parents fortunés, donc c'est grâce à tout ça et aux aides de l'État et aux diplômes. On a encore vu un reportage sur TF1 hier, je crois, des jeunes qui allaient à l'armée et qui pouvaient passer le BIA, le brevet d'initiation aéronautique. Et c'est grâce à ce brevet que j'ai réussi à avoir des bourses et que j'ai réussi à progresser et à réussir ma carrière. Alors, cette phrase, elle est cataclysmique. On a vraiment l'impression qu'en fait, elle la prononce sans vraiment imaginer ce qu'elle dit, ce qui est inquiétant. D'abord, l'aérien, et vous êtes présidente du club de hand de Toulouse, je pense que votre club se porterait beaucoup moins bien si les entreprises qui sont dans la région devaient mettre la clé sous la porte et si toutes les centaines de milliers, parce que ça se chiffre pas, peut-être même millions de familles et de travailleurs étaient mises au chômage parce qu'on flingue l'aérien. Je pense que ça va dans un plan beaucoup plus général. Vous avez cité, et c'est très bien, ça va me permettre de raccourcir, tous les délires qu'on a entendus que font ces maires écolos sur Bordeaux, le sapin. Je rappelle d'ailleurs que M. Urmic veut pas mettre un arbre mort au milieu de la place à Bordeaux, mais il est prêt à abattre 1000 hectares de pins dans les Landes pour y placer des panneaux solaires. C'est la dernière qui vient de sortir, ça. Donc c'est du grand délire. Donc très franchement, aujourd'hui, et puis on peut aller plus loin. Il y a l'aéronautique commerciale, les voyages à la surface de la Terre, on peut en discuter. Mais il y a plus que ça. Il y a une association française exemplaire qui s'appelle Aviation sans frontières. Et Aviation sans frontières sauve des vies. En Afrique, dans les pays où l'aérien est le seul moyen, quand les pistes sont détrempées, d'amener une mère qui a une grossesse extra-utérine se faire soigner, sinon elle meurt, etc. Donc tout ça, quand il y aura plus d'avions et plus de pilotes pour le faire, eh ben on retournera. Arrêtez, Benjamin, je vous vois comme ça, j'imagine très bien ce que vous pensez, mais vous allez voir. Le gros problème là, c'est que ces idéologues écologistes se prennent pour les dirigeants de nos vies. C'est-à-dire qu'au lieu de nous faire partager ce qui serait nécessaire, c'est-à-dire d'imaginer ce qu'on peut faire, c'est une écologie punitive et directrice, totalitaire qu'ils nous mettent en place. Et le grand malheur de notre pays, c'est que la droite a abandonné à la gauche et à l'extrême gauche l'écologie. Or, l'écologie, si on la comprend bien, c'est une valeur totalement transpartisane, c'est une valeur conservatrice, l'écologie. Avec Jean-Frédéric Poisson et FIA, c'est une valeur conservatrice. C'est sûrement pas dans l'écologie qu'on doit faire du progressisme mal placé. Pourquoi ? Parce que c'est en protégeant et en transmettant avec la tradition, en faisant passer tout ce qui est l'antériorité de nos ancêtres et que nous puissions transmettre un pays à nos enfants avec des valeurs correctes. Mais alors la désindustrialisation, le nihilisme, le refus de toutes ces choses-là qui sont derrière toutes ces manœuvres que vous avez, dont vous avez parlé, hein, parce que le véganisme à Lyon, dans les écoles, etc., c'est là. Et moi, je me hérisse, ça me hérisse d'entendre une mère de Poitiers se permettre de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils aient comme rêve. Où est-ce qu'elle a vu qu'elle avait été élue pour ça? C'est scandaleux. Voilà, c'est normal que ça fasse un pataquès national et j'espère bien que la mousse ne va pas redescendre, parce qu'en fait, c'est la tendance actuelle de tous les écolos à la surface de la France, c'est de nous dire comment on doit faire, ce qu'on doit penser ou ne pas penser, comment on doit élever nos enfants. Je rappelle, et Benjamin, ça tombe bien que Benjamin Cauchy soit là, le mouvement des Gilets jaunes, il y a 2 ans, a démarré sur la taxe carbone qui était la goutte de trop, parce que les 80 km/h et la taxe carbone, les gens qui n'ont que leur voiture pour pouvoir aller gagner quelques maigres revenus, en pouvaient plus. Et ça aussi, c'était une mesure destinée
cette taxe carbone destinée à prendre aux gens ou à forcer les gens. Voilà. C'est arrêter avec ça. Ils sont liberticides, dictatoriaux. Voilà, les mots très forts de Patrick Mignon. Alors, on va distribuer la parole. Je vais Benjamin Lucas, après Benjamin Cauchy et Pascal Bataille, on va voir un peu si la maire de Poitiers a des défenseurs sur cette tribune-là aujourd'hui. Benjamin Lucas. Je suis halluciné par ce que je viens d'entendre. Une phrase de la maire de Poitiers dans son conseil municipal qui parle de réinterroger nos imaginaires, ce que font toutes les sociétés à chaque époque, déclenche chez M. Mignon les termes tels que cataclysmique, totalitaire ou dictatorial. Je pense que pour les gens qui vivent dans des dictatures ou dans des régimes totalitaires ou qui ont vécu ou qui ont résisté dans des régimes totalitaires, il est assez indécent de qualifier une maire écolo qui dit une phrase dans un conseil municipal de dictatrice ou de totalitaire. J'attends avec impatience les affiches « Je suis avion »,« Touche pas à mon kérosène » que vous allez ne pas manquer de faire. Est-ce qu'on peut revenir à un peu de raison et je voudrais Je voudrais exposer quelques faits très simples. D'abord, la maire de Poitiers, elle n'interdit rien. Elle réoriente les priorités de sa collectivité. Ce pourquoi elle a été élue, du reste. C'est la démocratie qui l'a placée là, Madame Monconduit. Non, elle n'interdit pas. Par ailleurs, le club à qui elle passe une subvention de 8 000 à 4 000 euros, puis à rien l'année d'après, il a un budget de 300 000 euros. Ça veut dire que la baisse de la subvention de la ville de Poitiers ne met pas en péril l'existence de ce club. Ça, c'est important de le souligner, parce que quand on vous écoute, on a l'impression qu'elle va comment dire... C'est faux, mais je vous le dirai après. Je termine. Je vous ai laissé parler. Elle va clouer au sol des avions. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme tous les maires qui viennent d'être élus. Elle redéploie son budget au service de ses priorités. Il se trouve que moi, je suis allé la voir. Je suis allé voir à Poitiers, parce que je trouve qu'il y a une expérience politique très intéressante qui se mène là-bas, qu'il y a des élus de mon mouvement dans la majorité de Mme Monconduit. Et donc, je l'ai rencontrée, Léonore Monconduit, dans sa campagne électorale, jusqu'à sa victoire. Puis, depuis qu'elle est maire, je suis allé la voir il y a, je crois, 3 ou 4 semaines. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que là, vous dissertez sur les rêves des enfants, etc. Madame Monconduit, elle réoriente ses priorités budgétaires pour pouvoir ouvrir un centre de loisirs à la mer pour les enfants qui, eux, n'ont pas le privilège de pouvoir prendre l'avion, et notamment pour ceux issus des quartiers populaires. Madame Monconduit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réoriente les subventions de sa ville pour les associations qui ont été lourdement impactées par la crise du Covid et qui sont menacées de disparition. Elle se bat pour le droit aux vacances, pour l'éducation populaire. Donc c'est par ailleurs tout à fait faux de raconter ce que vous racontez sur l'aspect totalitaire. Au contraire, c'est une des maires en France qui se bat le plus pour que les enfants aient le droit à des rêves, à des vacances, à des loisirs. Donc voilà, ensuite, vraiment, je trouve que là, on parle de décollage, mais le débat public, quand on fait des polémiques et des débats là-dessus, il reste au ras du sol. Enfin, je veux dire, on parle de 4 000 euros de subvention, 4 000 euros de subvention sur des budgets de plusieurs millions d'euros pour une collectivité comme celle de Poitiers, et vous allez en faire un pataquès. C'est-à-dire une forme de trouble obsessionnel compulsif, de syndrome Gilles de la Tourette vis-à-vis qui vous pousse, dès qu'il y a un écolo qui dit quelque chose, à tomber dessus. Et là, moi, je crois que ça veut dire que la société, elle bouge, et ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui... Voilà, en fait, juste, et je termine d'un mot, je trouve très drôle que... et je vois Benjamin Cauchy qui rigole, donc je sais déjà ce qu'il va dire. Je trouve très drôle que dès qu'Éric Zemmour dit une saloperie, on dit c'est la liberté d'expression, il faut débattre de tout, c'est la démocratie, et quand on a une maire écologiste qui dit que oui, à l'ère du réchauffement climatique, on doit réinterroger nos imaginaires. Bien sûr qu'on doit réinterroger nos imaginaires, mais on n'a pas les mêmes rêves aujourd'hui qu'on les avait il y a 200 ans, parce que la société, elle évolue. Voilà, moi je rêve d'un avion à l'hydrogène, par exemple. Parlons-en de l'hydrogène. Alors, messieurs, Benjamin, rapidement, parce qu'on a... Mettons un peu de raison dans le débat public, s'il vous plaît, de grâce. Alors, la raison, c'est on va écouter aussi ce qu'en pensent nos auditeurs, parce qu'au 0826 300 300, depuis Perpignan, on a Claude qui nous appelle. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Oui, le débat m'intéresse. Le dernier intervenant, là, je comprends sa véhémence pour défendre, mais quand il parle de syndrome de la Tourette, c'est lui qui a parlé de Zemmour qui dit une saloperie. Bon, je crois que lui aussi, il est dans le syndrome de la Tourette. Bon, enfin, je reviens sur le fond. C'est pas les 4 000 euros le problème. Le problème, c'est ce qu'a dit la maire et l'argument qu'elle a donné. Je rappelle d'ailleurs que si 4 000 euros, c'est si peu sur le budget, pourquoi elle les a supprimés? Mais c'est pas la question. Je trouve qu'on oublie complètement, et apparemment elle a oublié, la France est le pays par lequel est née l'aviation. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Les gens comme Santos Dumont sont venus, ils sont venus en France. Il y a eu 3 femmes qui ont fait des choses fantastiques en aviation, juste avant la guerre ou après la guerre. Et donc ça a été aussi, même pour les femmes, ça a été quelque chose d'extrêmement ouvert. Et enfin, moi, je voudrais dire, parce que j'ai un peu piloté aussi en tourisme dans ma vie,
puisque la mère veut réorienter les rêves des enfants, oui, si elle veut les faire rêver de Jonathan Livingston-le Goéland ou du Petit Prince, c'est des pilotes qui ont écrit ces merveilleux rêves aussi. Je crois qu'il y a derrière l'aviation, derrière l'aérien, il y a quelque chose de grand. Et ça m'ennuie qu'on le ramène au niveau de dire il faut plus rêver à ça, parce que finalement, demain, il y aura du gaz carbonique partout. Alors, je crois que c'est ça que je voulais dire. Merci. Merci pour votre appel, Claude, depuis Perpignan. Perpignan, il y a une base justement avec d'entretien des appareils qui fonctionnent. Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai piloté en Île-de-France et puis en Touraine et puis un peu en Corse. Bon, merci Claude. Très bon lundi de Pâques à vous. Merci de nous avoir appelé au 0826. Au revoir. Très belle journée. Alors Benjamin Cauchy qui veut réagir en tant que Toulousain, évidemment, l'aérien, l'aéronautique. Est-ce que c'est la défense de l'aéronautique qui est en jeu aujourd'hui, Benjamin, clairement? Il y a deux choses. Il y a la défense de l'aéronautique et puis il y a la défense intrinsèque de la liberté de l'enfant à rêver de ce dont il a envie. Et nul ne peut imposer à un enfant ce qu'il doit rêver ou non. Tout simplement. Et je ne vais pas plus loin. Et ce n'est pas parce qu'elle est écologiste, elle aurait été socialiste ou elle aurait été gaulliste. J'en voudrais à cette personne de s'octroyer le droit de décider des rêves d'un gosse. Tout simplement. J'ai 2 enfants. Je ne me vois pas, même moi en tant que papa, leur dire tu dois rêver de ça ou tu ne dois pas rêver de ça. Je fais juste un petit point quand même. Je suis assez amusé d'entendre Benjamin Lucas défendre le secteur de l'aéronautique et des salariés de Méru en début d'émission, et puis maintenant taper, en tout cas en défendant l'indéfendable, parce que clairement les écologistes, alors on n'a pas le droit de faire du vélo, la patrouille de France c'est pas bien, l'avion c'est pas bien, le sapin de Noël c'est pas bien, manger de la viande c'est pas bien. Ok, qu'est-ce qui est bien pour vous ? Qu'est-ce qui est bien pour les écologistes, si c'est emmerder le monde? Parce que clairement, c'est vraiment, en tout cas, si c'est pas leur intention, c'est la perception que ça donne, Benjamin Lucas. Et puis, cette utilisation des collectivités territoriales pour essayer de distiller vos idées, finalement, moi j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, parce que les Français sont en train de se rendre compte de qui vous êtes réellement. Et donc, je ne pense pas que les Bordelais, lorsqu'ils ont élu le maire écolo, avaient envie de balancer et de faire disparaître les sapins de Noël. Je ne pense pas qu'en votant pour le maire de Lyon, les Lyonnais se sont dit « Allez, super, on va interdire le Tour de France, nous, capitale des Gaules ». Non, mais est-ce que vous vous rendez compte un petit peu du ridicule? Les écolos, pardonnez-moi, c'est un peu un pamphlet, mais sont dans une caricature d'eux-mêmes. C'est un dogmatisme qui, sous l'égide du progressisme et du bien-être, est en train de casser tout. Et juste un dernier truc. Oui, parce qu'il y a Pascal aussi. Moi, j'imagine Yann Arthus Bertrand faire la promotion des problèmes climatiques sur la planète sans avion. Eh bien, je lui souhaite bon courage. Pascal Bataille, sur cette question-là. Je voulais. On a beaucoup cité Saint-Exupéry, il disait autre chose. Saint-Exupéry, il disait beaucoup de grandes personnes, enfin, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants et bien peu s'en souviennent. Et c'est assez vrai quand on voit effectivement nos mères écologistes aujourd'hui, comme par hasard, ils vont prendre des symboles en plus qui touchent à l'enfance, le sapin de Noël, la viande dans les cantines, les rêves d'aérien, etc. Plus globalement, je pense que ça pose un vrai sujet que j'ai déjà évoqué ici, c'est la capacité et la maturité politique des écologistes et leur capacité à endosser des rôles de leader, des rôles de décideur. Parce qu'il y a forcément, je dis forcément à bon escient, parce que il y a urgence. Il y a urgence sur le plan climatique, personne ne peut le nier. Il y a urgence à prendre des décisions, à prendre des mesures et à changer, effectivement, comme le disait Benjamin Lucas, certains de nos logiciels de pensée et certaines de nos façons d'agir. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe avec les maires écologistes en France récemment élus, que ce soit Doucet à Lyon, Urmic à Bordeaux, etc., c'est qu'on voit qu'ils fonctionnent de façon complètement ayatolesque, dictatoriale, et surtout par des petits coups totalement, on est dans le pur symbolique, sans aucune portée, sans aucune réelle
je dirais, vision à long terme, là encore. On est dans le coup de com', dans le coup de buzz, dans la polémique, et il ne fonctionne que comme ça. En tout cas, les exemples récents qu'on a des maires qui sont aux manettes, des écolos qui sont aux manettes le prouvent. Je pense, autant il est très important, me semble-t-il, d'avoir des écolos et en nombre dans les conseils municipaux pour jouer un rôle d'opposition, pour jouer un rôle même dans une majorité d'aiguillons, etc., pour aller dans le bon sens, autant il me semble qu'il s'avère qu'ils sont pour l'instant dans l'incapacité, dans un manque de maturité, d'expérience, etc., dans l'incapacité de gérer des grandes communes. Allez, Patrick, rapidement, parce que on va. Oui, très rapidement, parce que j'ai laissé les gens parler après Benjamin Lucas, qui voudra bien me laisser parler. Merci, parce que je vous ai laissé en totalité exprimer votre chose. Oui, c'était le sujet. Je suis de vrai Benjamin, mais c'est pas moi qui l'ai choisi, donc c'était le sujet. Ça aurait été mon coup de gueule. Ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord, je retrouve votre manière de procéder. Moi, je n'ai pas attaqué personnellement la maire de Poitiers. Par contre, j'ai entendu parler de troubles. Ce sont les méthodes. Par contre, me concernant, syndrome de la Tourette, troubles obsessionnels compulsifs et autres, merci, bravo, les auditeurs ont entendu. Simplement, la question n'est pas effectivement les 8 000 € de subvention ou le redéploiement des budgets. La question, comme l'ont fort bien dit Pascal Bataille et Benjamin Cauchy, comme moi, c'est la prétention à vouloir gérer jusqu'à l'imaginaire des enfants qui est dans ces responsables politiques nouvellement élus. C'est scandaleux, je le maintiens. Je suis désolé, il faut changer de logiciel à ce niveau-là. Il y a un gros problème de positionnement des politiques de cette gauche extrême écologique. Allez, on va changer de sujet, pardonnez-moi, c'est effectivement l'heure de passer à table, si vous voulez du caviar et du champagne. Il paraît qu'il y a des repas clandestins avec des ministres à Paris. On y revient dans un instant, on marque une courte pause de publicité et c'est le prochain débat que j'espère animer, en tous les cas enflammé et toujours viril et correct comme on dit, sur Sud Radio 0826 300 300 sur Sud Radio pour réagir et donner votre avis à toutes ces questions d'actualité. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, débat. Allez, vous nous appelez 0826 300 300 comme l'a fait Claude tout à l'heure depuis Perpignan ce lundi de Pâques. On est en compagnie de Patrick Mignon, Pascal Bataille, Benjamin Cauchy et Benjamin Lucas pour débattre des sujets d'actualité. Et il y a un sujet, un repas, ou en tous les cas plusieurs repas si on en croit les réseaux sociaux, ces repas clandestins dans les beaux quartiers parisiens. Cette nouvelle polémique qui est née suite à un reportage de nos confrères de M6 qui sont allés effectivement voir dans les coulisses de ce palais Vivienne, qui organise des repas clandestins avec un ticket d'entrée quand même aux alentours de 200 €, et puis ça peut monter encore plus avec du caviar et du champagne. Et durant ce reportage, on apprend que soi-disant des ministres, c'est ce qui a été dit, auraient pu participer à ces repas. Alors évidemment, du côté du gouvernement, Gabriel Attal a expliqué que ça ne pouvait absolument pas être fait une réalité, mais est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce que cette histoire aussi, puisque ça déchaîne véritablement les passions sur les réseaux sociaux, ces repas clandestins avec ces personnalités qui s'affranchissent de toutes les règles sanitaires, alors qu'on le rappelle, depuis la mi-octobre, tous les restaurants sont fermés, on ne peut faire que du click and collect, ces soirées clandestines avec du caviar, du champagne dans des soirées où l'entre-soi est de mise. Qui veut réagir là-dessus, sur ces repas? Benjamin, qu'est-ce que ça dit de cette polémique? Qu'est-ce que ça dit de nous tous? Ça dit deux choses, Christine. La première chose, c'est que depuis octobre, comme vous l'avez dit, les restos sont soi-disant fermés. La réalité, c'est que il y a encore quelques restaurants un peu partout en France qui sont ouverts clandestinement et qui accueillent tous les jours 3, 4, 5 personnes dans des communes de 5-10 000 habitants. Il y a des restaurants qui sont ouverts pour permettre à des salariés du second œuvre, par exemple, dans certaines communes à proximité de chantier, de pouvoir ouvrir. Pour autant, c'est interdit d'aller dans les restaurants. Les gens qui s'affranchissent de ces règles ne sont pas en responsabilité. Et les gens qui s'affranchissent de ces règles dans ces petits villages ne sont pas des gens qui décrètent, en tout cas qui font voter les lois. C'est pas eux qui décident actuellement que les restos doivent être fermés. Ce qui est un peu embêtant, effectivement, si ça venait à être avéré, parce que les propos de Monsieur Chalençon, alors on explique, Benjamin, Pierre-Jean Chalençon, c'est lui le propriétaire de cet hôtel particulier, le Palais Vivienne à Paris, et c'est lui qui se vante d'avoir vu lors de ces dîners qu'il organisait
d'avoir vu effectivement des ministres sans donner des noms. Et aujourd'hui, il dit que c'était de l'humour quand il disait ça par la voix de son avocat. Voilà, bon, ça sent déjà le rétroprédalage. Moi, je me suis amusé, Christine, il y a un peu plus de 2 mois et demi, en sortant de Sud Radio, je discutais avec une amie et qui me dit, tu sais, la semaine dernière, des amis journalistes ont rencontré un ministre dans le 6e sortir d'un resto et tout. Je m'amuse à écrire un tweet, pardonnez-moi, en disant, imaginez qu'un ministre soit vu dans un restaurant. Partagé des milliers de fois, j'ai des gens du gouvernement qui m'ont contacté pour savoir s'il y avait des photos qui avaient été prises. Mediapart m'a appelé, M6 m'a appelé, France Télévisions m'a appelé, parce que j'avais émis un tweet de quelques dizaines de caractères. Monsieur Chalençon est en train de passer à une étape supérieure où il est en train de dire des réalités. Et ce qui est gênant profondément, et je finis le propos, je vous ai fait plein d'anecdotes, mais pour vous comprendre que le sujet est tellement facétieux finalement, il est amusant, mais en même temps... il décrédibilise complètement la parole politique et du gouvernement s'il est avéré que des ministres y soient. Parce que le problème, c'est que aller faire les plateaux de 20 heures ou faire la une du JDD en disant il ne faut pas aller au restaurant et si on est pris pour y être allé, c'est embêtant. Est-ce qu'il faut donner du crédit à la parole de M. Chalençon ou Pascal Bataille? Oui, alors 2 choses. D'une part, je pense effectivement que moi, personnellement, je ne doute pas que ça puisse s'être produit ici, soit avec Chalençon, soit ailleurs. Et deuxièmement, si c'est le cas, il faut que ce soit. Vous parlez des repas, on ne parle pas de la présence pour l'instant. Vous parlez des repas ou de la présence les repas, alors là, les repas, c'est même pas discutable. Oui, parce que tout est marqué sur les. Là, je parlais. Ça n'a pas l'air terrible le menu d'ailleurs. Enfin, bon. Bon, peut-être que les vrais chefs sont eux en train d'essayer de sauver leurs entreprises et que ceux qui servent dans ces repas clandestins ne sont pas les meilleurs. Mais plus sérieusement, ce qui est important de dire, c'est que effectivement ces repas, on n'en doute pas. La présence d'hommes politiques ou de ministres parmi ces privilégiés qui peuvent effectivement participer à ces repas clandestins, j'en ai pour ma part assez peu de doutes. Néanmoins, j'ai aucune preuve pour en attester. Et c'est là que je viens. Et alors, si c'est le cas, il faudra que ce soit puni sévèrement, parce que, comme le disait Bernard Cauchy, évidemment, ça discrédite complètement la parole gouvernementale et Emmanuel Macron. Mais plus je vais prendre un biais, si vous le permettez, moi, ce qui m'interroge le plus dans ce sujet, c'est la responsabilité d'M6 qui publie un reportage un documentaire, reportage, je ne sais pas comment le qualifier, que je vais qualifier de crapoteux. Parce que on ne laisse pas un témoin. Quand on est journaliste, et c'est l'ancien journaliste qui parle, encore producteur aujourd'hui, quand on ne laisse pas un témoin dire des choses aussi graves, sans enquêter, et avant de diffuser le reportage, sans enquêter, sans avoir soi-même, je parle des journalistes qui ont fait le sujet, pu voir s'il y avait vraiment des ministres, et si c'est le cas, quels étaient ces ministres, et pas forcément le dire dans le reportage, mais pouvoir en tout cas avérer la parole du témoin qu'on met à l'antenne. Je trouve que c'est totalement pitoyable et crapoteux de la part d'M6, c'est pas forcément très surprenant d'ailleurs, de diffuser ce reportage-là, qui crée évidemment derrière une polémique terrible et justifiée si c'est avéré, mais pour l'instant rien n'est avéré et on a juste une chaîne qui fait du sensationnalisme à petits frais comme d'habitude. Voilà. Patrick Mignon. Et après Benjamin, Lucas. Patrick Mignon. Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Pascal Bataille et d'ailleurs Benjamin Cauchy aussi. Je m'interroge moi sur la personnalité de Monsieur Chalençon, parce que si effectivement c'est lui qui loue les locaux, il vient de se tirer pas une balle dans le pied, c'est un obus de 127 qui s'est mis. C'est impossible. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très curieux et effectivement la question de Pascal Bataille sur la déontologie journalistique de M6 et ce qu'ils ont fait ou pas fait se pose, parce que quand on a une telle révélation, le minimum c'est d'avoir effectivement les billes qui vont avec et les preuves ou au moins des témoignages concordants. C'est pas tant le problème de ces menus en dehors et des restos clandestins. C'est surtout cette notion de privilège, c'est-à-dire que ça me fait penser exactement à ce qui se passait aux États-Unis à l'époque de la prohibition. Sauf que c'était en l'occurrence limité à l'alcool et les trafics de la mafia. Mais quand une loi est passée, elle s'applique à tout le monde. Et si effectivement certains s'en affranchissent et a fortiori à la tête de l'État, ça ne peut que déclencher un cataclysme. Dernier point.
J'espère qu'effectivement l'enquête que le procureur a lancée va aboutir et qu'on en connaîtra assez rapidement les résultats, une fois qu'elle aura été faite dans les règles de l'art avec présomption d'innocence et enquête contradictoire. Pourquoi ? Parce que on se retrouve toujours face au même problème. Dès qu'il y a les politiques, il y a cette notion de justice à deux vitesses. Pour certains, la justice va très vite, ça influence même une élection présidentielle. Pour d'autres, à la tête de l'Assemblée nationale, ça traîne et on évoque la prescription. Donc, si vous voulez, moi j'aimerais être bien certain qu'aujourd'hui la justice va pouvoir et la police vont pouvoir travailler en toute liberté, en toute indépendance, et que les citoyens que nous sommes verront les résultats de ces enquêtes et éventuellement un procès, si procès il doit y avoir. Oui, mais qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est la supposée, hein, parce qu'attention, tout ça, est-ce qu'on peut penser que des ministres iraient se fourvoyer dans des repas clandestins après différentes polémiques qu'on ait pu avoir? C'est une question que je pose. Benjamin Lucas, est-ce que c'est la question de leur présence ou c'est la question que, aux yeux et au su de tous les réseaux sociaux, parce qu'il suffisait de remonter le fil du chef restaurateur pour s'apercevoir que les repas clandestins était parfaitement connu, hein. Il suffisait de regarder les programmes, les menus et les réservations possibles depuis quelque temps. Est-ce que c'est ça qui pose problème avec des noms, on va dire des non-sentences, alors qu'on est prompt effectivement à surveiller le port du masque ou en tous les cas la fermeture des commerces dits non essentiels bien comme il faut à 19h. Benjamin Lucas. Sur l'histoire des ministres, moi je ne suis pas Nestor Burma, je ne sais pas, et j'en ai un peu assez d'un débat public dans lequel il suffit d'affirmer quelque chose pour que ça devienne une vérité. Pascal Bataille l'a très bien dit, à un moment donné il y a une responsabilité aussi de ceux qui mènent des enquêtes journalistiques, de dire voilà, y a-t-il des faits ou pas. Il ne suffit pas qu'un type qui par ailleurs est dans l'illégalité raconte, dise voilà, j'ai vu des ministres, voilà, mais bon, sinon c'est la porte ouverte à tous les complotismes et à toutes les défiances. Donc voilà, après, sur le sujet que vous évoquez sur le repas clandestin, oui, il y a une forme d'exaspération de nos concitoyens qui se privent depuis plus d'1 an maintenant, qui font tous les efforts qui leur ont été demandés avec beaucoup de patience et qu'ils font parce qu'on sait tous qu'on a besoin de se protéger collectivement de ce virus et donc on a en réalité une bonne acceptation quand même. On accepte collectivement depuis 1 an beaucoup de privations, beaucoup de souffrances, beaucoup d'angoisses supplémentaires. Et on le fait parce qu'on veut se protéger les uns les autres. Et si, dans le même temps, on voit que certains... voilà, là, c'est la caricature de l'entre-soi des privilégiés. Parce que si on se fait des dîners clandestins, caviar, champagne, etc., oui... Mais est-ce que vous n'êtes pas inquiets tous, enfin inquiets, ou en tous les cas, quel est votre avis sur le fait que, par exemple, sur les réseaux sociaux et sur Twitter en particulier, le hashtag « on veut des noms » soit prioritaire, c'est-à-dire qu'on veut des têtes quelque part. Qu'est-ce que ça dit de ce que l'on est en train de vivre et de ces notions de révélation, Benjamin Cauchy? Ça dit surtout qu'il y a une crise de confiance. Ça veut dire que les complotistes, du coup, peuvent étendre tout leur attirail sans problème aucun. Et moi, je voudrais quand même revenir un petit peu sur la question de déontologie que Pascal Bataille a soulevée. Encore hier soir, j'avais des journalistes au téléphone par rapport à ce sujet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à France Télévisions, ce qu'on m'a dit, c'est point de photo, point de preuve, point de salut, journalistiquement. Donc, tant qu'il n'y aura pas de preuves, de témoignages avérés qu'ils peuvent vérifier ou qu'il n'y ait pas de photos, ils ne feront rien. Des journalistes de Mediapart, comme je vous le dis, depuis plus de 2 mois, sont sur le sujet. Les grattent de partout. Ne sortiront rien tant qu'ils n'ont pas de preuves. Donc, il y a encore de la déontologie et j'en suis bien aise. J'espère que M6 a bien préparé son deuxième round, parce que là, c'est l'effet blast. Mais après, derrière, est-ce qu'ils sont armés? Est-ce qu'ils ont de la bille? Est-ce qu'ils veulent en faire une storytelling? C'est pas impossible. Donc, attendons de voir. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui alimentent la défiance et toutes ces bêtises, parce que pour moi c'est une connerie, hein. Clairement, si un ministre se fait choper des pots les mains dans le pot de confiture parce qu'il est allé manger dans un restaurant, c'est juste pas possible. Le problème, c'est que en 1975, quand Jacques Chirac allait manger chez un ami, personne ne le savait. Aujourd'hui, vous traversez la rue alors que vous êtes passé au rouge, il y a déjà 3 photos sur Twitter. Donc effectivement, c'est difficile et je crois que Mais est-ce qu'il y a une différence entre ces gens qui vont dans ces dîners clandestins et on va dire les rassemblements festifs de jeunes qui
qui se regroupent parce que voilà, il y a un apéro qui a été organisé sur les réseaux sociaux et se retrouvent tous ensemble pour souffler un peu. Patrick. Si ce sont des personnes qui vont dans ces dîners clandestins, qui sont des citoyens, j'allais dire, lambda, comme les autres, c'est les mêmes, qu'ils soient sur des quais à Lyon, dans une fête, je ne sais où, une rave party dans le Nord, ou dans un dîner clandestin à Paris, c'est à peu près le même sujet. On enfreint la loi, on se moque des consignes sanitaires, on se moque un peu au passage aussi de son voisin ou de sa famille ou de son grand-père qu'on va voir contaminer le week-end suivant. Mais voilà, c'est évidemment différent s'il s'agit d'élus, a fortiori de ministres qui sont censés, qui prennent des décisions, qui nous les imposent et qui les enfreignent dans le même temps. On voit bien, effectivement, Christine, la différence s'il s'avère qu'il y a parmi ces participants des élus, des politiques et des ministres. Patrick, alors, pour terminer. Oui, exactement. C'est une question de confiance et c'est pas le meilleur moyen de rétablir la confiance. Et je pense qu'effectivement, c'est simplement une question de graduation dans la responsabilité. À la tête, les dirigeants, l'exécutif, les ministres et autres. En dessous, les élus de quelque nature qu'ils soient. Évidemment, si ce sont les législateurs, ça serait mieux qu'ils n'y soient pas. Et pour finir, ceux qui sont pris dans des soirées clandestines. Pourquoi ? Parce que tout ça, si vous faites le global du nombre de personnes concernées par rapport à la population française totale et dont M. Lucas a dit qu'elle acceptait relativement bien les contraintes, et c'est exact, simplement, ça montre aussi l'exaspération. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est un thermomètre pour le gouvernement, ce genre de choses, parce que ça veut dire que la pression dans la cocotte minute est très forte et que on n'est pas prêt du tout à accepter un quelconque écart, parce que c'est effectivement un effort collectif qui est fait pour le bien de la collectivité. Il ne faut pas se leurrer, les gens raisonnent en termes individuels pour leurs parents, leurs grands-parents, etc. Mais ça se place effectivement dans un collectif et on sait qu'on ne peut pas le faire sans le groupe. Mais alors pour le coup, ceux qui se mettent en dehors du groupe, qu'ils soient puissants ou pas, se mettent en dehors du groupe et ça montre l'exaspération. Autant il y a, je crois, 72% d'acceptation des mesures au sein de la population, ce qui montre que quand même la théorie de manipulation de masse par la peur fonctionne, malheureusement, mais à ce niveau-là. Mais par contre, je pense, moi, qu'il est urgent que ce genre de choses soit effectivement clarifié parce que ça ajoute à l'exaspération dont on n'a vraiment pas besoin. Ça nuit contre... Justement, on va s'interroger sur cette, on va dire, tolérance qui a été accordée jusqu'à ce soir avec le lundi de Pâques pour pouvoir se déplacer et avant d'entrer dans un véritable confinement de 4 semaines. C'est un pari qui a été lancé. On va voir si on est capable de tenir ce pari tous ensemble avec les premiers retours de ce week-end pascal, version confinement numéro 3. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Et vous nous appelez aussi, pour nous raconter comment ça s'est passé du côté de chez vous au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio 10h midi. Débat. 0826 300 300, quelques minutes encore avec nos débatteurs du jour en ce lundi de Pâques, Pascal Bataille, Benjamin Cauchy, Benjamin Lucas et Patrick Mignon. Et justement, on évoque ce week-end pascal un peu particulier puisqu'on avait une tolérance pour tous se déplacer et faire ce qu'on avait à faire pour ensuite démarrer véritablement ce confinement numéro 3. C'est demain qui démarre avec la fermeture des établissements scolaires et le regroupement des vacances scolaires de toutes les zones en 2 semaines seulement. Est-ce que vous pensez que les Français vont respecter, c'est le seuil d'acceptabilité, on en parlait il y a un instant. Est-ce que, Benjamin Lucas, vous avez constaté que les Français sont prêts à faire cet effort de 4 semaines, puisqu'il y a une perspective au bout, et que ça va aller de pair aussi avec l'accélération. On nous promet cette accélération de la vaccination. Je rappelle que l'armée entre en piste demain avec des centres de vaccination, les 7 hôpitaux des armées françaises qui vont vacciner à tour de bras, nous dit-on. Benjamin Lucas. Oui, je crois que l'acceptabilité de tout cela, on ne va pas refaire l'histoire. Je pense que des mesures auraient dû être prises peut-être en janvier, février, quand le conseil scientifique et les scientifiques nous disaient que c'était à ce moment-là qu'il fallait les prendre pour éviter la flambée fin mars. Bref, on est dans la situation dans laquelle on est. Je ne veux pas rajouter l'huile sur le feu, mais l'acceptabilité, elle dépend effectivement de l'accélération de la vaccination. Là, le ticket de sortie de cette crise, c'est la vaccination.
Sinon, on va être amené à confiner, déconfiner, reconfiner, reconfiner, couvre-feu, etc. et ajouter sans cesse de l'angoisse à nos concitoyens, parce que comme les mesures changent très régulièrement, on rajoute des angoisses, de l'incertitude sur nos vies. Et donc, c'est vraiment, je pense que nous sommes prêts en tant que citoyens, moi, je suis prêt à beaucoup d'efforts, mais je veux voir concrètement une vaccination qui s'accélère, qui s'amplifie. Je veux être sûr que tout est fait pour qu'on vaccine en masse le plus vite possible. Pascal Bataille, la Nouvelle-Aquitaine qui a vu arriver, puisque c'était la destination préférée du week-end, visiblement. Oui, mais je ne jette la pierre à personne. J'aurais fait, en toute honnêteté, j'aurais fait la même chose, bien évidemment, si je m'étais trouvé à Paris, que j'avais eu une capacité à me déplacer vers une région un peu plus hospitalière ou un peu plus souriante et ensoleillée pour le confinement. Mais c'est effectivement cette incapacité. Je pense qu'il faudra un jour se pencher sur le fonctionnement psychologique d'Emmanuel Macron et son incapacité à prendre une décision, et une seule, et à s'y tenir, et pas une décision totalement schizophrénique. C'est-à-dire, on ne dit pas en même temps, on va fermer les régions, on va vous enfermer dans un rayon de 10 km autour de chez vous, mais on laisse ouvert pendant 3-4 jours les enfants, allez-y, amusez-vous, en tout cas tous ceux de mon électorat qui ont évidemment les moyens de pouvoir se déplacer, d'avoir des résidences secondaires ou d'en louer. Vous pouvez vous ébattre joyeusement dans toutes les régions non encore trop contaminées. Et puis lundi, on fermera la vis pour les pauvres gens qui n'auront pas pu partir. Quand vous dites les Français sont-ils en mesure d'accepter, je pense que aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas parler des Français. On a aujourd'hui 2 catégories. Moi, je le vois tous les jours avec des amis qui me téléphonent en me disant « t'as pas un moyen de me faire une attestation pour que je vienne ?» machin. Enfin, voilà, ce fameux motif impérieux. Il y a je ne sais quel pourcentage de la population qui essaie de trouver des moyens de le contourner, et on leur laisse des billets, là encore, avec les grands-parents qui peuvent se déplacer pour garder les enfants, ou les cousines qui peuvent se déplacer pour amener le fils de la cousine à la grand-mère. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. On prend des mesures sans en prendre vraiment. Et puis il y a ceux qui malheureusement ne peuvent que subir parce qu'ils n'ont pas tous ces moyens de contourner. Et puis chez qui effectivement l'exaspération ne peut que monter parce que c'est de plus en plus difficile, réellement très difficile, psychologiquement, socialement, financièrement. Comment faire pour travailler avec les enfants à la maison. Enfin, vous connaissez tout ça. Je veux pas faire long, mais voilà. Donc, il n'y a pas les Français aujourd'hui. Je pense qu'il y a de plus en plus 2 catégories de Français. Les privilégiés, on en a parlé aussi avec les dîners, et puis les autres. Patrick Mignon, l'arrivée de l'armée qui rentre dans la procédure de... Je pense qu'effectivement, si on avait... Oui, enfin, parce que quand même, les maîtres logisticiens en France, c'est l'armée, c'est leur corps, c'est le fond de sauce, on dira, de tout ça. Maintenant, il faut les doses. Mais pas que. Oui, alors d'abord, il faut les doses. On a parlé des doses au tout début avec certains loupés, mais pas que. La médecine a 2 jambes. La médecine a 2 jambes. Et on est sur une seule jambe. La médecine a 2 jambes, c'est-à-dire la prévention avec les vaccins et la prophylaxie, les traitements. On ne met pas assez le paquet sur les traitements. Chaque fois que j'en parle, je me fais traiter de complotiste, mais très sincèrement, il y a un prix Nobel de la paix japonais 2015 qui dit qu'il faudrait s'en occuper un peu plus. On ne va pas faire trop long puisque c'est la fin de l'émission, mais très sincèrement, on n'a aucune garantie à long terme que la vaccination ne va pas redémarrer ou qu'il n'y aura pas de nouveau une reprise parce que la couverture immunologique est insuffisante. Donc il est impératif que les traitements soient pris en compte par le gouvernement et qu'on y mette aussi le paquet pour pouvoir les valider. Alors attendons d'être tous vaccinés pour pouvoir aborder ce deuxième sujet parce que vraiment on s'en sort plus. Sinon, merci beaucoup. On arrive au bout de cette émission. Je vous remercie Benjamin Luquin, Pascal Bataille, Benjamin Cauchy, Patrick Mignon. Merci très bon lundi de Pâques. À vous aussi, chers auditeurs. Demain, vous retrouvez bien sûr Valérie Expert. Et dans un instant, c'est André Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio. Et très très belle journée surtout.